Dans l'actualité ce soir, reconquérir les territoires perdus au Burkina Faso du fait du terrorisme par la présence effective de l'État et de ses services. Le projet de sécurité alimentaire dans l'est du Burkina joue la carte de la résilience. Résilience face au changement climatique et aux aléas économiques, mais aussi résilience contre les groupes terroristes qui recrutent à cause de la pauvreté des populations. Les actions ont débuté depuis 4 ans et les résultats sont appréciables, comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, l'élevage de basse-cour à Gawa a le vent en poupe. De plus en plus, des Gawalais s'adonnent à cette activité dans des cours familiales, soit dans des poulaillers ou simplement en exploitant l'espace de la cour. Ce sont des poules, des dindons ou des canards, parfois destinés à la consommation domestique. C'est un élevage qui a beaucoup d'atouts et peu d'inconvénients, nous diront les éleveurs. Témoignage à suivre donc dans cette édition. Et dans cette édition au Niger, le second tour de la présidentielle a lieu ce dimanche. Quelques 7,5 millions d'électeurs nigériens sont donc appelés à voter. 2 candidats, l'ancien ministre Mohamed Bazoum, sorti vainqueur du premier round, et l'ancien président Maman Ousmane. C'est un second tour endeuillé. En effet, 7 membres de la commission électorale nigérienne ont été tués ce soir. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Le projet de sécurité alimentaire dans l'est du Burkina Faso pour répondre aux défis locaux de la sécurité alimentaire dans le grand est du pays. Le projet est financé par l'AFD, l'Agence française de développement, et en 4 ans, il s'est attelé à améliorer la productivité des systèmes de production dans le cadre d'une gestion durable des territoires. L'ambassadeur de France au Burkina est allé sur place voir quelques réalisations. Le projet joue la carte de la résilience. Constat avec Aruna Maré, sur place à Fadan Gourma. Les représentants du PAM, de l'UNICEF et l'ambassadeur de France au Burkina Faso en immersion au PSAE. Le projet de sécurité alimentaire dans l'est du Burkina. Un projet financé à hauteur de 36 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement et l'État burkinabé. Pour nous, c'est un projet qui préfigure quelque part le type d'intervention qu'on veut essayer de mener de plus en plus. Notre ambition, c'est d'accompagner l'État dans la reconquête, si on peut dire, ou sa réinstallation dans des territoires un peu perdus. L'amélioration de la productivité des systèmes de production, la sécurisation foncière, le financement d'infrastructures de production, des marchés des filières agricoles et d'élevage sont autant de domaines d'intervention du PSAE. Nous sommes à un stade où il y a suffisamment de résultats tangibles sur le terrain. Pour les questions d'aménagement, nous sommes à des pourcentages de plus de 50%, mais d'ici la fin de l'année, les autres sanctions sont déjà en cours, on va atteindre plus de 100%. Pour les questions de récupération des terres, nous sommes aussi à un pourcentage assez intéressant de plus de 70%. Et pour les questions d'infrastructure, de soutien à la production, nous sommes aussi à des stades assez intéressants. Le projet renforce réellement les capacités de résilience de nos producteurs en leur offrant des techniques et puis des financements et l'encadrement nécessaire pour les permettre d'accroître leurs moyens de production. En plus, l'encadrement des jeunes, nous suivons très bien ce volet parce que ça permet au moins de diminuer la capacité des groupes armés à les recruter. L'unité de coordination assure qu'au terme du projet, une étude sera menée afin de mesurer l'impact de l'intervention du PSAE. Cet outil de capitalisation permettra aussi de baliser le terrain au prochain programme appelé à prendre le relais du PSAE qui s'achève dans 1 an. À Tinkodogo, le projet de développement de l'économie verte dans la région du centre-est vient d'être lancé. Il doit contribuer au développement économique et social inclusif et durable dans la région. C'est l'agence belge pour le développement qui a financé le projet avec l'appui de l'ONG Dakupa. Le projet vise donc à améliorer la compétitivité des entreprises. Tanga Robert Kafando. Cette cérémonie marque le lancement du projet Mobilisation et intermédiation sociale pour une réalisation et une gestion durable des infrastructures économiques dans la région du Centre-Est. Un projet piloté par Vétérinaires sans frontières en collaboration avec l'ONG Dakupa et vise à susciter l'intermédiation sociale et la participation citoyenne dans les actions de développement de la région. Notre région est un carrefour des échanges commerciaux
au centre même de l'économie du pays. Et les infrastructures existantes connaissent des difficultés de fonctionnement, des difficultés de rentabilité et de même pérennisation. Nous pensons qu'avec l'arrivée de ce projet, alors les infrastructures seront mieux entretenues et même la conception sera en tout cas plus élaborée, de faute à ce que ce soit des infrastructures durables et pérennes. L'intermédiation sociale, c'est le socle de toute réussite pour tout investissement économique. Et dans la région, c'est une région qui est, un peu nantie en matière d'investissement, mais le constat est que ces investissements souvent ne sont pas bien exploités et souvent aussi ne sont pas rentables et souvent il y a des conflits aussi qui naissent autour de l'exploitation de ces infrastructures. Le projet va durer 27 mois et touchera 2800 bénéficiaires directs et 30 000 bénéficiaires indirects. Il est financé par l'Agence belge pour le développement. À Kaya, l'ONG Gasgod, groupe d'action en santé communautaire et développement, s'investit dans le combat contre la pauvreté et la vulnérabilité des enfants dans le centre-nord. Ce 18 février, l'ONG et ses partenaires ont évalué les actions menées dans ce cadre. Un objectif atteint à 78%. Le projet Gasgod offre donc des transferts d'argent aux ménages grâce à l'appui financier de l'UNICEF pour protéger les enfants en situation de précarité. Yacouba Kwala. Le groupe d'appui en santé, communication et développement, GASCOT, fait le point de ses actions dans la lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité des enfants du Centre-Nord. De cet atelier, il ressort que 715 ménages ont bénéficié de l'accompagnement du projet GASCOT. Chaque ménage a reçu des transferts d'argent par mois pour la protection des enfants. On accompagne les ménages à travers un transfert inconditionnel de cash et de l'exécution d'un paquet d'activités de sensibilisation sur le bien-être familial que nous exécutons. Chaque mois, nous transférons 16 000 francs par ménage. Nous sommes en tout cas très satisfaits de notre intervention. La précarité des enfants demeure un souci pour les responsables de l'action sociale. Ils saluent l'engagement de GASCOT et appellent toutes les bonnes volontés à manifester leur générosité. Depuis que GASCOT est dans notre province, notamment dans la commune de Dargo, on a senti une amélioration des conditions de vie de ces ménages qui bénéficient de ces transferts cash de cette ONG. Donc c'est vraiment un ouf de soulagement pour le ministère en charge de l'action humanitaire. Le projet GASCOT est au Burkina depuis 2019. Il intervient dans les régions du Nord et du Centre-Nord. À la une de l'actualité ce soir, l'élevage de basse-cour à Gawa a le vent en poupe, un élevage domestique très courant et qui se pratique aisément. C'est un élevage qui a beaucoup d'atouts et peu d'inconvénients, disent les éleveurs. S'achemine-t-on probablement vers un scénario où les villes ravitailleraient les villages en volailles? Rien n'est moins sûr, nous disent ici Oumarou Sagnon et Christophe Da. La poule naît au village, on la mange en ville, dit l'adage. Mais à Gawa, au sud-ouest, le sens de l'adage est en train d'être inversé. La cause, le foisonnement du petit élevage à domicile. C'est le cas dans cette basse-cour tenue par ce quinquagénaire, cadre des finances et féru de l'élevage. L'élevage fait partie de mon environnement. Je suis d'une famille nombreuse et le papa aussi aimait l'élevage. Et donc on vivait avec les poulets. Il y avait une place centrale pour les garçons et quand on cherchait le plat, on venait poser. Si on ne monte pas la garde, les coqs viennent se servir avant. Et donc j'ai vécu dans ça. Et quand je suis dans une cour, il n'y a pas de volaille, il y a quelque chose qui me manque. Ibrahim est désormais bien entouré car dans cette ferme, il élève près de 130 gallinacés. C'est sa principale occupation en dehors de ses heures de service. Et étant entendu que c'est une passion, je trouve que c'est rien. Je vais m'asseoir dans mon poulailler et puis faire mon thé. Je trouve que c'est aussi amusant qu'être dans un maquis. C'est un élevage familial, nous dit-il, et en tant que tel, il est destiné à la consommation personnelle en priorité. Je n'achète plus d'œufs. J'arrive à faire mon omelette le matin avec des œufs naturels.
Et par exemple, en fin d'année, on a pu quand même vendre quelques usines, aussi bien des pintades que des poulets. L'une des motivations d'Ibrahim dans cette activité est son goût pour la viande bio qu'il recommande d'ailleurs à tous, même si pour lui, cela a un coût. Le poulet naturel, il coûte énormément. Ce n'est pas la même chose que les poulets à l'industriel. Le goût n'est pas le même. L'œuf naturel, pour le produire, c'est dur. Pour le conserver, c'est dur. Mais curieusement, il est moins cher que l'œuf industriel qui n'a pas autant d'éléments nutritifs. Non loin de chez Ibrahim, mais dans un autre secteur de Gawa, ce jeune a lui aussi fait de l'élevage son passe-temps favori. Comme on a l'habitude de dire, une famille sans aussi, la volaille aussi n'est pas aussi ça. Voilà, et c'est une fierté aussi d'élever chaque matin comme ça, souvent même avant de sortir, quand on ouvre la porte seulement, c'est donner là pour pouvoir les donner à manger des suies de gauche à droite. Donc bon, ça c'est une fierté pour moi. Bon, c'est pour la consommation et souvent aussi il y a des gens aussi qui sont dans des difficultés, qui viennent aussi demander, je peux les donner aussi. Si c'est pour vendre, en tout cas, je n'ai jamais vendu aussi mes volailles. Chez Gabriel, pas de poulailler, seulement quelques arbres, cartons et amas de vieux toits qui servent de refuge à quelques 40 têtes de poules essentiellement. Donc, j'ai démarré comme ça, bon, paf, puis ça va, ça produit bien, puis bon. Mais vraiment, comme c'est une cour commune, c'est ce qui fait que non, bon, je n'ai pas aussi le courage comme ça de mettre ma tête dedans. Dans cette ville, l'élevage familial n'intéresse pas que les hommes. Cette femme a aménagé dans sa cour un petit élevage mixte. Poulet, pintade, dindon composent sa volaille. Mais les dernières citées sont ses favorites. J'ai payé d'un dindon à 100 000, des dindons de 2 mois et demi. Donc c'était 10 000 francs l'unité. Et quand je suis venue, dans l'intention de les embaucher, et quand ils auront 6 mois, tu peux ressortir les femelles à un minimum de 15 000 et les mâles de 35 000 à 45 000. Madame Lankwandi compte une quarantaine de poules et quelques dindons. Et pour elle, l'élevage est avant tout une passion. En plus d'être une passion, c'est un gagne-pain. Je me suis dit à quoi ça sert d'aller tout en payer pour venir pour mes propres besoins si je peux produire sur place. Ça m'arrive de vendre quand j'en consomme et qu'il reste surtout lors des fêtes. L'élevage familial a le vent en poupe à Gawa malgré quelques difficultés. Bon, les difficultés liées à l'élevage, c'est surtout l'accès aux médicaments. Parfois, il y a des ruptures. Tout récemment, j'ai appelé la vétérinaire de venir piquer. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas le vaccin de Newcastle. Imaginez qu'il y ait une épidémie. Ils peuvent tous trépasser. Dès lors qu'il y a une petite maladie dans la basse-cour, il faut aller à Bobo chercher les antibiotiques. C'est à Bobo que je vais chercher les antibiotiques. Donc ça nécessite de l'encouragement. Et par exemple les tourteaux aussi. On ne trouve pas ça à Gawa. L'éleveur de Gawa redoute également les visiteurs indésirables qui gâchent trop souvent la fête. Juste avant le nouvel an, Gabriel a été victime d'un vol dans lequel il a perdu une dizaine de sa volaille. Au même moment, Madame Lankwandi s'est vue voler 6 dindons d'embouche qu'elle comptait pourtant vendre dans les jours qui suivaient. Mais les victimes assurent que cela n'a en rien entamé leur détermination. Tous prévoient de passer du petit élevage à celui de grandes fermes dans l'avenir. Toujours à Gawa, dans le sud-ouest du Burkina, le lycée provincial Bafouji de Gawa a ouvert ses portes en 1969 et a vu passer plusieurs dizaines de milliers d'élèves dans ses classes. Les anciens élèves réunis en amicale ont contribué à la construction de 4 salles de classe extensibles en R+1. Le chantier est assez avancé, mais aujourd'hui, l'amicale se heurte à des difficultés financières pour poursuivre les travaux, comme nous l'expliquent ici Oumar Oussagnon et Christophe Da. Au lycée provincial Bafouji de Gawa, la construction de ces salles de classe ne s'achèvera probablement pas ou pas dans les meilleurs délais. Pour cause, l'amicale des anciens élèves du lycée à l'origine de ce projet manque de moyens pour poursuivre le chantier. Nous avons vraiment besoin d'au moins 16 millions pour achever les travaux. Parce qu'aujourd'hui, le projet ne concerne pas que les anciens du lycée Bafouji, mais c'est un projet qui concerne les ressortissants de la région du Sud-Ouest et toutes ces personnes qui s'intéressent aux questions de l'éducation. Et nous sommes prêts à recevoir ce qu'ils nous donnent, que ce soit des agrégats, que ce soit de l'argent en espèces. La construction de ce bâtiment extensible en hauteur suscite pourtant beaucoup d'espoir dans le lycée qui fête ses 51 ans cette année. C'est le plus grand du Sud-Ouest avec un effectif de plus de 1600 élèves.
Pour cette année, nous avons reçu plusieurs centaines de demandes, à peu près 800 dossiers que nous avons reçus. Mais les capacités d'accueil sont tellement faibles en ce moment. Et ça fait que l'établissement ne peut pas satisfaire à toutes les demandes de place au sein de l'établissement. On ne peut qu'être fiers parce qu'ils ont pensé à leurs enfants, à leurs petits frères. C'est vraiment un motif de satisfaction et de reconnaissance à l'endroit de l'amicale de ses anciens élèves. Pour l'amicale, l'idée de départ était de commémorer le cinquantenaire du lycée en novembre dernier avec ce bâtiment. Aujourd'hui, son achèvement est devenu une priorité. Il coûtera à terme 48 millions de francs CFA. Et puis, Jeux volontaires, un collectif de jeunes scolaires et universitaires nettoie ce 20 février le marché de 15 yards dans la capitale burkinabé. Un acte éco-citoyen de salubrité qui se veut aussi contribuer à la cohésion entre les populations. Sébastien Zongo était sur place pour être témoin de cette action. Compte rendu. C'est parti pour la journée de salubrité de l'association Joe Volontaire. Et c'est le marché appelé 15 yards dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou qui bénéficie de cette activité d'assainissement. Un geste pour dire merci pour avoir remporté le trophée du tournoi de football en compétition avec les établissements scolaires voisins. Avec ce que j'ai vu, je manque de mots pour remercier ces jeunes parce que l'assainissement c'est très important. Ils n'ont pas peur d'affronter les ordures pour nettoyer notre marché. Ce sont nos enfants, nos frères et sœurs, et nous sommes contents pour leur action. L'association Joe Volontaire est un collectif de jeunes scolaires et universitaires qui donne l'occasion aux jeunes d'apporter leur contribution au développement communautaire. Joe Volontaire. Oui. Nous n'allons pas attendre, c'est ça notre slogan. Nous on va agir avant le gouvernement. Si le gouvernement a de l'aide pour nous vraiment nous motiver, nous serons prêts. On va l'accueillir et puis on va se donner à fond. C'est la jeunesse burkinabé qui gagne. Et pour l'activité du jour, les membres de l'association sont appuyés par les élèves du lycée Intelligentsia. Dans le règlement intérieur, il est autorisé aux élèves d'assainir leur cadre de vie. Et donc dans leur programme d'activité, ils ont initié le nettoyage du lycée aujourd'hui. Et donc nous avons été aussi contactés par l'association Joe Volontaire pour le nettoyage du marché. Donc nous avons trouvé que c'était bon qu'on puisse associer nos deux activités. Cette activité d'assainissement intervient après celle du dispensaire, de la mosquée et de l'église catholique de la Patte d'Oie à Ouagadougou. Et puis on évoque cette séance de sensibilisation au profit des femmes vulnérables des arrondissements de Ouagadougou. C'est l'œuvre d'une association de jeunes filles qui a remis à l'occasion des vivres et des kits de protection contre le Covid-19. Ahadi Sandamba. Venues de 3 arrondissements de la commune de Ouagadougou, ces femmes sont ici à l'école des bonnes pratiques contre la maladie à coronavirus. L'initiative du projet d'appui à la résilience économique, sociale et mentale de 500 jeunes filles et femmes de la ville de Ouagadougou. Piloté par Young Women's Christian Association, le projet entend ici contribuer à la lutte contre le Covid-19 chez les femmes vulnérables. La pandémie a affecté d'une manière ou d'une autre les femmes et les jeunes filles. Ça a accru leur vulnérabilité et ça a réduit aussi le revenu des ménages. Nous avons identifié des personnes qui ont été affectées par la Covid-19, qui ont perdu leur emploi dû à la Covid et aussi des personnes qui ont été victimes de violences domestiques. Au total, ce sont 200 femmes et jeunes filles qui prennent part à cette séance de sensibilisation. Des mesures barrières à la prise en charge médicale en passant par les différents symptômes et les modes de transmission, tout a été expliqué aux participantes. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Ça va nous permettre à protéger et nous-mêmes, c'est nous à la maison et c'est les amis, des copines dont chacun va aller raconter et ce qu'on nous a appris ici. À l'occasion, les participantes sont reparties les mains chargées de vivres et de kits de protection contre le Covid-19.
un don qui a coûté 3 millions de francs CFA à l'association. Young Women's Christian Association Burkina Faso a été créée le 27 mars 2007 à Ouagadougou avec pour ambition de promouvoir les droits et l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. La journée internationale de la langue maternelle est célébrée ce 21 février. L'UNESCO, qui a instauré cette journée, estime que les langues et le multilinguisme peuvent faire progresser l'inclusion et atteindre des objectifs de développement durable dont le principe est de ne laisser personne de côté. Et cette année, on s'intéresse au peuple Gan. Les Gan constituent une minorité ethnique au Burkina Faso et doivent se battre pour conserver leur langue confrontée aux langues étrangères. Christophe Da. Le Kansa, la langue des Gan, est l'une des fiertés de ce peuple qui vit à Obiri, commune de l'Oropéni, dans la province du Poni, au sud-ouest du Burkina. Quand je vois même les Gan parler le Kansa, c'est une fierté pour moi. Parce que le peuple, comme j'ai dit, on reconnaît un peuple par sa langue. Aujourd'hui, le Kansa est menacé de disparition. C'est en tout cas ce que pense le 29e roi de la dynastie Gan. Il tire d'ailleurs la sonnette d'alarme. En tout cas, il m'arrive souvent que je m'inquiète. Je dis, si nous ne faisons pas quelque chose, un jour, notre langue va disparaître. Par exemple, quand j'appelle un nom et un arbre comme ça, c'est pas son nom que je l'appelle. Même l'habit que vous portez, je l'appelle en Kansa. On sait que c'est comme ça, on appelle ça en Kansa. Pour le souverain, la faute est imputable au brassage ethnique. Il pointe du doigt également certains agissements au sein de son peuple. La deuxième difficulté aussi, c'est les parents. Il y a des parents qui ne parlent pas leur langue maternelle à leurs enfants. Souvent même, c'est les enfants eux-mêmes qui décident de venir au pays Gan pour apprendre la langue Kansa. Sinon, il y a des parents, une fois ils sont à l'extérieur, ils ne veulent même pas que les enfants mettent pied au pays Gan. Pour autant, on ne baisse pas les bras à Obiri. La jeunesse s'est constituée en association dénommée Camp Alpha. Le but est de sauvegarder le patrimoine linguistique des Gan. L'utilisation, apprendre à écrire la langue et la sensibilisation aussi à parler la langue Kansa. Il y a la journée d'excellence et on invite les animateurs et même les auditeurs à venir compétir. Il y a des textes, après il y a des correcteurs aussi qui sont là et on va primer les meilleurs. Parmi les actions de l'association figure le recrutement et la formation d'animateurs en alphabétisation. Et on vient de former 5 animateurs pour enseigner dans les églises. Et 8 autres personnes pour enseigner les Kansa aussi dans les écoles primaires. Parce qu'on a vu que maintenant dans les villages, les gens n'ont pas l'intérêt comme ça à cause des sites d'or. Donc on met l'accent maintenant dans les églises et à l'école primaire. Parce qu'à l'école primaire, les enfants savent déjà lire en français et c'est facile d'apprendre les Kansa. La population Gan est estimée à 60 000 âmes réparties dans la commune de l'Oropéni et celle de Djiboué. On les appelle le peuple qui chante ou encore les enfants de la forêt. C'est le seul peuple au pouvoir monarchique dans la région du sud-ouest. Un mot de littérature dans ce journal, la loi burkinabé et les unions libres, c'est le titre d'un ouvrage que viennent de publier 2 jeunes étudiants en droit. Le livre revient sur le sens et la portée des unions libres, notamment les unions libres et civiles. La dédicace de l'ouvrage est intervenue ce 19 février en présence de Ahadi Sandamba. Sensibiliser la population sur la conception juridique du législateur burkinabé par rapport au mariage et faire connaître ces réalités à la population, c'est l'objectif poursuivi à travers cet ouvrage. Un ouvrage axé sur le volet des unions. Il est l'œuvre de ces 2 étudiants en sciences juridiques et politiques qui entendent ainsi contribuer à rabattre le taux de divorce au pays des hommes intègres. On veut que toute personne qui lira ce document sache, quand il s'engage devant monsieur le maire, à être uni à telle ou telle personne et qu'il choisit tel régime matrimonial, qu'est-ce qui va se passer après? Il ne suffit pas de dire je choisis le régime séparation de biens ou communauté de biens et après. Parce que c'est bien d'être unis, c'est bien d'être ensemble, c'est bien de vivre ensemble. Et après?
L'ouvrage est remis ici à Maître Noélie Yarou pour ses encouragements et ses conseils. Pour elle, le problème des unions mérite une pensée particulière et ce livre est la bienvenue. Nous sommes dans le domaine, nous sommes des praticiens. Nous voyons un peu comment la clientèle vient vers nous pour poser un certain nombre de questions. Je pense que si moi-même je peux avoir un certain nombre d'exemplaires pour ma clientèle, ça sera très bien. Parce que les questions évoquées dans le document sont des questions, j'allais dire, d'actualité, auxquelles il faut chercher des solutions. Ce livre de 84 pages est divisé en titres et compte en son sein plusieurs chapitres. Il est disponible dans les librairies de la place à un coût unitaire de 1500 francs CFA. Littérature, toujours un ouvrage sur l'histoire de Ramatoulaye, un des lieux de pèlerinage de la confrérie Tidjania au Burkina Faso. Son auteur, Cheikh Alidou Sana. Ramatoulaye est un village situé à une vingtaine de kilomètres de Waiguya dans le Yatenga. Le livre remonte l'histoire de ce village et il est écrit en arabe. Karim Bichenga. Cheikh Alidou Sana de Ouagadougou fait sa prière de ce vendredi à Ramatoulaye, aux côtés de son homologue Aboubakar Maïga II, de ce village de la commune de Namiskma. Pour ce dernier, Cheikh Sana a édité ce livre sur l'histoire du fondateur de Ramatoulaye. Ce qui importe pour une œuvre humaine, c'est d'écrire pour la postérité. C'est pourquoi, au regard de la contribution de Cheikh Maïga I pour le Burkina, nous avons décidé de produire ce livre. Le livre compte 115 pages. On y trouve le parcours des 3 cheikhs qui se sont succédés à Ramatoulaye. Cheikh Maïga II, l'actuel, reçoit ainsi officiellement le livre dans l'enceinte de sa mosquée après la prière et devant des fidèles réunis pour la circonstance. Ce livre est une récompense de mon vivant. L'histoire va permettre au lecteur de connaître le passé. Je lui suis reconnaissant et j'ai pris que Dieu le bénisse. Le village de Ramatoulaye est fondé il y a une centaine d'années par Cheikh Maïga I, selon l'auteur. Ce livre, entièrement écrit en arabe sur son histoire, coûte 5000 francs CFA. Il est disponible à Ouagadougou et à Ramatoulaye chez les 2 cheikhs. Et puis le diocèse de Dori a procédé ce 20 février au lancement officiel du Fonds catholique de solidarité Alfred Diban. Ce fonds créé le 28 novembre 2018 par les évêques de la conférence épiscopale permet à l'Église de venir en aide aux personnes vulnérables en temps de crise humanitaire ou de catastrophe. Par ce lancement officiel de collecte de fonds, l'Église invite également toutes les bonnes volontés à s'unir pour la cause de la personne vulnérable. Pinidi Nyamou, sur place à Dori. L'Église catholique diocèse de Dori procède ici au lancement officiel du Fonds catholique de solidarité Alfred Diban. Une occasion pour les organisateurs de faire connaître le fonds, ses objectifs aux différentes structures et aux personnes présentes dans la zone diocésaine de Dori. L'objectif de ce fonds, ça sera d'abord la sécurité alimentaire, mais aussi l'éducation et la prise en charge psychologique et l'accompagnement des personnes âgées, des enfants et des femmes, des personnes vulnérables en général. Une initiative endogène, selon le coparrain, qui va permettre de répondre au premier plan aux différentes crises humanitaires et catastrophes. Nous sommes en ce moment dans une situation où les personnes déplacées internes arrivent de partout. Cela veut dire que le strict minimum parfois manque et attendre des aides extérieures, c'est toujours bien, mais réagir promptement grâce à nos capacités endogènes, c'est encore mieux. Nous lançons à toute la population sans distinction d'ethnie, de religion. C'est vraiment qu'en prenant connaissance de ce fonds, de l'existence de ce fonds, que chacun puisse participer, à alimenter ce fonds en vue de pouvoir appuyer les personnes les plus vulnérables. Le Fonds catholique de solidarité est initié en 2018 par les évêques de la conférence épiscopale. Ce 20 février marque ainsi le lancement de la deuxième phase du collecte et d'information sur le fonds qui s'étend du 21 au 28 février prochain.
Et puis les fidèles catholiques de la diaspora de l'archidiocèse de Kupela se sont réunis autour de leur nouvel évêque, Monseigneur Gabriel Sayago. C'était ce 20 février pour une action de grâce. À l'occasion, Monseigneur Sayago a exhorté les fidèles à plus d'engagement pour réhabiliter la cathédrale qui abritera le 125e anniversaire de l'évangélisation en 2025. Nyakiteda. Loin de Kupela, certes, mais présent en spiritualité, les ressortissants de l'archidiocèse communient ici avec le père de l'église famille de Dieu de la dite localité. C'est une messe voulue par le nouvel archevêque, Monseigneur Gabriel Sayago, qui veut travailler dans la concertation, l'union et la cohésion dans la spiritualité pour construire le règne de Dieu au milieu des hommes. C'est simplement un moment de retrouvailles entre, j'allais dire, des brebis qui se sont éloignées du bercail, mais qui font toujours partie du bercail, avec leur pasteur qui est venu pour les rencontrer, faire leur connaissance et voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous accompagner dans les différents projets d'évangélisation que nous avons occupés là. La démarche est jugée noble et les fidèles s'emploient à répondre à ces sollicitations chaque fois que le besoin est pour construire ensemble leur maison commune. Nous tenons à saluer la venue à Ouagadougou de notre archevêque qui est à peine installé, parce qu'il est là seulement depuis à peine un an et poussière, a pensé à venir et pour nous c'est une occasion inédite que nous apprécions beaucoup. Et vous voyez le bonheur qui illumine nos visages. Si vous pouviez voir nos cœurs, ce serait encore vraiment plus rayonnant et plus radieux. Prenons cette opportunité pour lui réaffirmer notre engagement à l'accompagner dans toutes ses actions. Et un des premiers projets dont on a parlé, c'est la réhabilitation de la cathédrale. C'est une messe dite sur fond d'union, d'entente, pour réaliser avec en ligne de mire, réhabiliter leur cathédrale pour accueillir en 2025 le 125e anniversaire de l'arrivée de l'église catholique à Kupela. L'archidiocèse de Kupela regroupe les diocèses de Farangourma, de Tenkorogo, de Dori et de Kaya. Dans l'actualité ce soir, je le disais à l'étranger, au Niger, près de 7,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle qui opposait le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, à l'opposant et ancien président de la République, Maman Ousmane. Des défis et pas des moindres se posent pour le vainqueur de cette élection. Au Niger, l'élection présidentielle va se jouer ce dimanche. Son deuxième tour voit s'affronter Mohamed Bazoum, favori du scrutin et fidèle du président sortant Mahamadou Issoufou, et Mahaman Ousmane, lui-même ancien chef d'État. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin et quelques 7,4 millions d'électeurs sont appelés à prendre part au scrutin malgré des conditions sécuritaires très dégradées. Des milliers de soldats sont ainsi déployés à travers le pays pour faire en sorte que les opérations de vote puissent se dérouler. Le Niger est en effet en proie à l'ouest à des attaques de groupes djihadistes liés à l'État islamique et à l'est sont présents les islamistes nigérians de Boko Haram. Ce sera la première fois dans l'histoire du Niger que deux présidents démocratiquement élus se succèdent. Au premier tour, Mohamed Bazoum était arrivé largement en tête avec 39% des voix contre 17% pour son challenger. Un retard qui sera très difficile à refaire, d'autant que le favori a bénéficié de la puissante machine du parti au pouvoir, le PNDS. L'opposition, qui a dénoncé des fraudes au premier tour, a déjà prévenu qu'elle ne reconnaîtrait pas le résultat si elle estimait sa sincérité mise en doute. Et puis, on l'a appris cet après-midi, 7 membres de la commission nigérienne électorale ont été tués dans l'explosion de leur véhicule. C'est un incident qui intervient donc le jour du second tour de la présidentielle au Niger. Et selon l'annonce du gouverneur de Tillabéri, le véhicule qui les transportait a roulé sur une mine dans cette région de l'ouest du Niger, proche du Mali. L'accident a également fait 3 blessés selon toujours lui. Et puis, on termine avec le sport. Cet après-midi même, Salitas FC a composté son ticket pour la phase de poule de la Coupe CAF en dominant le Boinligui Sport du Gabon sur le score de 3-1 au stade du 4 août à Ouagadougou. En rappel, les Gabonais s'étaient imposés 1-0 en match aller à Libreville. Omar Kaboré, Sami Yen et Olivier Boissy sont les buteurs des Colombes
de Ouaga. C'est la deuxième fois que Salitas FC intègre la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. Et puis donc pour terminer, les étalons U20 sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Oscar Barrow et ses poulains ont battu les Braves Warriors de Namibie 1-0 pour la troisième journée des matchs de la poule B. Avec cette précieuse victoire, les étalons terminent premiers du groupe devant la Centrafrique et la Tunisie. On s'arrête là pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.